L'école de gestion sur la résistance sur realagriculture.com vous est présentée par CropLife Canada. Monsieur Sikima, pouvez-vous brosser un tableau de la résistance aux herbicides dans l'Est du Canada? Quelle est l'étendue du problème? La résistance aux herbicides n'est pas un nouveau problème en Ontario. Le premier cas est survenu en 1973, lorsqu'on a trouvé du chénopode résistant à la triazine sur une ferme, près de Ripley. Puis, en 1996, sont apparues les premières mauvaises herbes résistantes à des herbicides du groupe 2. En 2018, toutefois, ce sont les mauvaises herbes résistantes au glyphosate qui représentent un véritable casse-tête pour les producteurs ontariens. On retrouve de la grande herbe à poux, qu'on a dépistée pour la première fois en 2008, la vergerette du Canada en 2010, la petite herbe à poux en 2011 et l'amarante terbuculée en 2014. Parmi les mauvaises herbes résistantes au glyphosate, la vergerette du Canada est la plus répandue dans la province. Elle s'étend de la frontière du Michigan, dans le sud-ouest de la province, jusqu'à la frontière du Québec, dans l'est de la province. Ce qui complique la situation pour les producteurs de l'Ontario, c'est qu'on retrouve de la vergerette du Canada résistante à la fois aux herbicides du groupe 2 et à ceux du groupe 9. Pour ce qui est de l'amarante terbuculée, les premières semences résistantes au glyphosate ont été collectées en 2014. Puis en 2018, seulement 4 ans plus tard, on a dépisté la présence d'un biotype résistant à 4 groupes d'herbicides, soit les groupes 2, 5, 9 et 14. Lorsque vous parlez avec des producteurs et des agronomes, vous leur dites que la résistance aux herbicides est gérable, mais qu'elle a un impact sur les résultats financiers des exploitations agricoles. C'est exact. La présence de mauvaises herbes résistantes aux herbicides a un impact sur la rentabilité des fermes, et ce pour 2 raisons. D'abord, les mauvaises herbes résistantes aux herbicides concurrencent la culture et réduisent les rendements. On constate ici la présence de vergerettes du Canada résistantes au glyphosate dans un champ de soya. Selon la densité de la vergerette et le moment de sa levée par rapport à la levée de la culture, la perte de rendement peut s'élever à près de 100%. Ceci dit, la bonne nouvelle pour les producteurs de l'Ontario, c'est qu'il existe des programmes de gestion des mauvaises herbes qui permettent d'obtenir une suppression quasi totale de la vergerette du Canada, comme un programme comprenant du Roundup, du Aragon, du Sencor et du Merge. Un tel programme coûte environ 30 $ l'acre, comparativement à 6 $ pour le programme standard. Ça représente donc 24 $ qui sont déduits directement des profits de la ferme pour chaque acre infesté de vergerette du Canada résistante au glyphosate. Alors, M. Sikima, les producteurs de l'Est du Canada, de l'Ontario, peuvent-ils parvenir à éliminer ce problème simplement en modifiant leur gestion? L'efficacité des stratégies de gestion des mauvaises herbes résistantes au glyphosate visant à les éliminer complètement varie en fonction des espèces. Pour les mauvaises herbes, dont les graines ont une viabilité dans le sol relativement courte, je crois qu'un décharbage parfait peut les éliminer complètement d'un champ atteint en 5 à 10 ans. Par contre, pour ce qui est des mauvaises herbes, dont les graines sont dispersées par le vent, comme la vergerette du Canada, même les producteurs qui ont les meilleurs programmes de décharbage n'arriveront pas à les éliminer complètement, parce que le vent apportera toujours de nouvelles graines des fermes voisines, des bords de route, des brise-vents et autres. Je pense que les producteurs de l'Ontario seront aux prises avec la vergerette du Canada résistante au glyphosate indéfiniment. Il y a donc lieu de se demander quelles sont les mesures que les producteurs peuvent prendre sur leur propre ferme. Quelles sont les pratiques de gestion optimales qu'ils devraient adopter? Je pense que le plus important pour gérer les mauvaises herbes résistantes en Ontario est la diversité. Il est important de diversifier nos systèmes de production de cultures, par exemple en mettant sur place un cycle de rotation maïs, soya, blé. Il faut aussi diversifier les modes d'action des herbicides qu'on utilise. Chaque fois qu'un producteur utilise un herbicide non sélectif,
ils devraient le mélanger en réservoir à un autre herbicide efficace, ayant un mode d'action différent. Et cela vaut mieux aussi pour les traitements effectués en post-levée. On ne doit pas se fier uniquement au glyphosate pour assurer le décharbage. On doit le mélanger à un autre herbicide qui supprime les mauvaises herbes les plus problématiques. Je pense qu'il y a beaucoup d'autres choses que les producteurs peuvent faire. Par exemple, ils peuvent augmenter le taux de semis ou réduire la largeur des rangs pour que la culture concurrence mieux les mauvaises herbes, ce qui renforce tout programme de décharbage. Dans certains cas, une culture de couverture est tout à fait indiquée, comme après les récoltes de blé d'hiver. Le fait que le sol soit couvert aide à prévenir la germination de mauvaises herbes tard en saison. Une dernière question, M. Sikema. Que conseillez-vous aux producteurs qui n'ont pas encore de mauvaises herbes résistantes dans leur champ? À ceux qui n'ont pas encore de mauvaises herbes résistantes sur leur ferme, je leur conseille de mettre en place un programme de gestion intégrée des mauvaises herbes. Un tel programme consiste à un cycle de rotation comprenant plusieurs types de cultures. La réduction de la largeur des rangs, l'augmentation du taux de semis et l'incorporation de cultures de couverture à leur système de production. Je crois que l'adoption de ces pratiques, avant la détection de mauvaises herbes résistantes, permet de diminuer le risque éventuel d'émergence de populations résistantes.